Mais peut-être une première question, démarrer peut-être avec Wafa. On en a parlé tout à l'heure, l'importance de la commande publique pour soutenir les startups françaises. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, c'est un sujet très très important effectivement, puisque si on souhaite réellement construire des solutions souveraines 100% françaises et européennes, la commande, elle est hyper importante, plus que la levée de fonds, puisque c'est en nous faisant confiance à des structures comme la nôtre, comme Prisma.ai ou les structures qui m'entourent aujourd'hui, qu'on va pouvoir réellement construire le futur de l'IA souveraine. Sans ça, si on continue à commander chez les géants français, l'indépendance n'est absolument pas garantie, d'autant plus que, ça a été évoqué juste avant, il s'agit d'environnements fermés, alors que des solutions comme Prisma.ai, c'est du 100% open source, parce qu'il s'agit d'un sujet de transparence qui est crucial chez nous, mais aussi sur un sujet de sécurité également. Donc effectivement, la commande de groupes français et d'organisations publiques françaises vers des organisations françaises 100% indépendantes est un sujet hyper important effectivement pour notre développement. Est-ce que l'un de vous veut rebondir sur ce sujet de la commande publique ? Oui. Moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que la commande publique, c'est vos commandes, c'est aussi les commandes que vous faites à vos fournisseurs. Et pouvoir demander à vos fournisseurs, ils ne sont pas nous, mais des fournisseurs dans d'autres domaines, qu'est-ce que vous faites de mes données? Vous, l'agence de communication que je suis en train de consulter, qu'est-ce que vous faites de mes données? Comment vous l'utilisez? Est-ce que vous utilisez l'IA générative? À quelle hauteur? Est-ce que c'est de l'IA générative qui est souveraine? C'est aussi comme ça que vous pouvez diffuser cette culture de la souveraineté auprès de vos fournisseurs. Merci. Quelqu'un veut dire... Juste effectivement pour dire qu'aux États-Unis, la commande de l'État vers Microsoft et autres est juste faramineuse. Oui. Et vous avez vu le message de Brad Smith, le président de Microsoft récemment, pour appeler encore à plus de commandes publiques auprès des gens américains. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de commander en local pour arriver à développer le tissu économique qui va vous accompagner dans la durée. Et c'est vrai que c'est parfois nous qui nous contraignons nous-mêmes. Hein. C'est vrai que, et puis on imagine peut-être que Grok aussi va faire un peu son chemin dans l'administration américaine. Robert, tu voulais dire... Oui, non, je voulais juste dire qu'il y a également historiquement des dispositifs comme le Small Business Act qui, aux États-Unis, qui ont eu du mal ou qui n'arrivent pas à arriver de façon aussi solide en Europe, qui ont historiquement obligé la commande publique américaine à acheter à des petites entreprises qui en ont fait par la suite des très grandes entreprises. Donc il y a à la fois ce dispositif que les géants squattent, mais aussi qui permettent l'émergence de fleurons également sur toute une série de nouveaux segments. Donc il y a un dispositif à deux bandes très bien huilé. Alors, question justement, là on parle, on peut rebondir sur la partie ambition internationale. Elliot, comment on arrive à conjuguer ambition internationale et puis souveraineté technologique? Puis c'est une question, voilà, n'hésitez pas à lever le doigt, je vous ferai répondre les uns les autres. Oui, c'est un thème qui me tient à cœur parce que je pense qu'en France, on a un problème d'ambition dans les startups. Ok, il y a de la souveraineté, il y a du financement, il y a tout ça, mais on se limite trop souvent à un paysage français. Et puis ensuite, on se dit, je vais aller à l'international, je vais aller d'abord en Espagne, en Italie, en Allemagne, au UK, alors que le marché principal de la commande IT, c'est aux US. Ouais. Donc pour moi, la souveraineté ne s'envisage que comme une manière de créer des racines hyper fortes pour des startups françaises qui doivent aller ensuite rapidement aux US, en Europe, à l'international. Si on veut faire des fleurons français et européens qui ne vont pas se faire racheter par les Américains, mais qui au contraire vont racheter les Américains, ça ne se fera que comme ça. Donc je pense que c'est un sujet hyper important. Donc la souveraineté, ça doit protéger les racines, ça doit permettre d'avoir un premier produit, et on a des ingénieurs fantastiques, on a un tissu fantastique en France pour faire ça. Et une fois qu'on a ce bon produit qui peut rivaliser avec les Américains, il faut aller tout de suite dans les plus gros marchés. Voilà, donc je pense que la souveraineté ne doit pas se regarder le nombril, ça doit être un incubateur qui permet ensuite d'aller à l'international. C'est le cas peut-être, Bastien, un mot Mistral. J'entendais ce matin Arthur Menn justement sur BFM qui disait, voilà, il y a une présence en Asie, aux États-Unis. Il y avait une crainte à un moment de se dire, ça y est, Mistral, ils sont en train de devenir américains parce que les investisseurs venaient. Mais on voit, voilà, c'est exactement ce que dit Elliot, hein, c'est un ancrage en France avec des chercheurs et tout ça, mais vraiment tout de suite viser l'international.
Oui, je pense que Elliot l'a bien dit. La technologie, elle est internationale. Donc, de toute façon, on ne peut pas uniquement la localiser. C'est pas son objectif. Et de toute façon, c'est pas possible. Donc, c'est important que tout le tissu de start-up, l'écosystème français qu'on est en train de bâtir, puisse justement s'exporter, comme nos concurrents d'ailleurs le font à l'étranger, et on consomme aussi leurs produits, nous, ici en France. Donc, il faut qu'on rentre dans cette mécanique-là. Il faut qu'on s'en donne les moyens. On a la chance ici en France d'avoir les meilleurs chercheurs. On a la chance donc d'avoir des talents. On a la chance aussi d'avoir un secteur public qui nous soutient, et ça a été bien énoncé tout à l'heure par Julie Huguet. Donc, et c'est pas parce qu'on va demain aller adresser des marchés en Asie ou au Moyen-Orient qu'on ne se considère plus comme français. C'est vraiment important de dissocier les choses, et de toute manière, le succès de nos entreprises passera par une expansion internationale. Samy ? Oui, après, cette approche souveraine, elle fait aussi des émules, enfin, elle est aussi intéressante à l'international. Nous, notre premier client, il a été signé aux US avec une université américaine, et ils ont vraiment apprécié notre approche de respect de la donnée, de RGPD, voilà, qu'ils n'ont pas en local ou très peu. Et voilà, c'est un marqueur fort de souveraineté de la donnée qui s'exporte aussi. C'est quoi nos atouts justement? Parce qu'évidemment, on le sait, on a un tissu fort d'ingénieurs reconnus. Voilà, on a des grandes écoles, des grandes universités qui forment parfaitement. Voilà, vous en êtes un exemple. Mais quels sont un peu nos autres critères qui font que les Français soit un peu mieux reconnus? Je pense que le fait qu'on soit dans un environnement qui est assez réglementé aussi, donc avec des réglementations comme la RGPD, le AI Act, l'éco-conception, on a aussi un atout par rapport au fait qu'on a dû s'adapter et anticiper tous ces enjeux-là. Et donc, avoir des solutions open source et complètement personnalisables, complètement transparentes, ça peut être un atout pour certaines entreprises, même des entreprises américaines, qui peuvent avoir ces contraintes-là. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument pouvoir mettre en avant pour garantir le rayonnement du Made in France. Les Américains, les Chinois viennent chez nous, il n'y a pas de raison pour que nous aussi, on puisse aller chez eux. Et ça, c'est des atouts qu'on peut complètement mettre en avant pour aller justement garantir à la fois notre souveraineté chez nous, mais montrer les atouts et c'est quoi les avantages que les Américains peuvent avoir, en tout cas certains États américains pourraient avoir à s'affilier ou avoir des partenariats avec des acteurs français qui respectent ces réglementations justement. Bertrand ? Effectivement, sur parler de la réglementation, un peu de la complexité. L'autre élément, c'est que finalement, quand on travaille avec des grands groupes français, ils ont souvent 70% de leur chiffre d'affaires qui est à l'international. Et donc, ils souhaitent, quand ils choisissent une start-up, que cette start-up puisse les accompagner non seulement en France, mais à l'international. Donc, parmi les grands groupes qu'on accompagne, une solution ce client nous demande de travailler en 19 langues pour nos agents IA. On utilise les modèles de Mistral pour ça. Ils ont une approche AI Agent First, donc on se passe du téléphone et tout passe par les agents. Ils ouvrent d'abord pour les Nordiques. L'agent et le modèle Mistral va parler en finlandais, en norvégien, en suédois. Et donc, on est capable d'adresser et je pense qu'on est reconnu en France pour avoir cette capacité à adresser ces niveaux de complexité et d'industrialisation et de scalabilité de nos technologies. Et puis peut-être Laurent aussi qu'aujourd'hui, on le voit avec parmi vous, il y a des entreprises plus anciennes, hein, mais c'est montrer qu'on peut faire preuve de scalabilité, de montrer qu'on n'est pas juste une boîte, on est 25, on va rester 25, on est bien dans notre univers. Non, le but est de montrer qu'on peut être un jour une boîte de 1000 personnes. Oui, exactement. Et c'est aussi dans cette perspective-là qu'à Lighton, on a décidé de rentrer en bourse aussi. C'était aussi l'idée de se dire qu'en Europe, on peut aussi aller chercher des capitaux autres que du capital risque traditionnel, qu'il y a d'autres façons de se financer, donc il y a une grande diversité. Je pense qu'un des atouts sur lesquels on parle de l'Europe et singulièrement de la France, c'est l'écosystème aussi. Enfin, là, je pense que la diversité des gens qui sont autour de cette table et dans le public montre bien qu'il y a des choses qui se passent en France. Il y a un vrai écosystème qui est en train de se créer et ça, c'est une vraie chance aussi pour nous et c'est un vrai atout. Ouais.
Robert ? Un petit élément complémentaire aussi, c'est la posture des startups ou des scale-up dans ce domaine, aussi logique d'écosystème. C'est-à-dire que si on conçoit son produit, ses technologies comme pouvant être vendues par des tas d'autres acteurs, on démultiplie sa force de frappe tout de suite. Et la posture des startups françaises n'est pas toujours dans ce paradigme-là, c'est de se dire on veut une solution et nous chez Elwin, notre développement a été aussi beaucoup porté par le fait qu'on a des partenaires technologiques de tout type qui ont distribué la technologie et qui l'ont distribuée également à l'étranger. Donc c'est aussi une affaire de posture dans la façon dont on conçoit son offre technologique, de se dire elle peut être utilisée en marque blanche par tel ou tel acteur, elle peut être déployée. Et donc ça, en time to market, ça donne de l'accélération et ça donne de la capacité du déploiement international. Elliot, on peut aussi être ambitieux, vouloir attaquer plein de marchés, puis peut-être se dire non, il faut peut-être mieux que je me mette dans une niche. Voilà, on a des photorooms, des gens comme ça, voilà, ils marchent très bien dans leur niche, hein, c'est quand même des marchés importants, mais voilà, d'être dans un secteur précis, voilà, comment on arrive à trouver cet équilibre en se disant, allez, soit je marche à fond dans ce secteur-là, dans ce sillon, soit j'essaie d'en tracer plusieurs et d'être bon dans tout cela. Si on regarde la théorie maintenant acceptée pour les startups, c'est de dire qu'il vaut mieux commencer petit, effectivement, sur une niche bien identifiée. C'est la théorie de la plage du débarquement. C'est de dire, quand on a eu la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a eu un débarquement, on n'a pas mis un soldat tous les 10 mètres. On s'est massé, on a mis nos forces sur un seul endroit, et ça permet d'avoir un discours clair, de commencer à signer des logos dans une industrie, d'avoir un cas d'usage très précis sur lequel s'appuyer, et à partir de là, de se déployer. Alors moi, je serais un petit peu plus nuancé parce que dans notre domaine, par exemple, dans la gestion des contrats, ça concerne tout le monde. Et en fait, quand on regarde sur la gestion des contrats ou la gestion des entités juridiques, qui est le nouveau produit qu'on lance, en fait, les boîtes ont les mêmes problèmes, quelle que soit leur industrie. Donc je pense que ça dépend un petit peu de la technologie et qu'il faut avoir les deux. Il faut comprendre les industries où il y a de la traction et bien s'adapter et commencer à signer des logos dans cette industrie. Mais il faut aussi avoir une exploration de l'écosystème et pas rater des industries qui serait très intéressante pour notre technologie. Bastien, sur cette question, voilà, de tracer un sillon, d'aller sur plusieurs. Je pense qu'en effet, il faut savoir déjà consolider ses forces localement, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, notre marché principal, il est en France et on en est fiers. Et assez naturellement, le position de Mistral qui est quand même au final, on a un peu une position assez neutre puisqu'on est agnostique au cloud, on propose que nos modèles soient déployés aussi sur les infrastructures des clients et ça apporte une alternative qui est beaucoup recherchée aussi à l'international. Moi, je le vois au quotidien quand on discute avec des pays sud-asiatiques ou même au Moyen-Orient. Ils n'ont pas nécessairement envie de travailler avec des Américains. Je pense qu'on a tous lu la presse et ce qui se passe actuellement va aussi dans ce sens-là. Donc, là, il y a un vrai effet, là, vraiment, aujourd'hui. C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, on est contacté, ouais. Et puis c'est vrai que l'Asie du Sud-Est, peut-être, ils ont leurs gros voisins chinois, ils n'ont peut-être pas trop envie d'aller vers là, les Américains, donc c'est vrai que là, il y a peut-être une opportunité pour les Européens. C'est ça, en fait, on a, sans même prendre une considération purement géopolitique, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont des moyens et qui ont envie aussi d'être en contrôle de cette technologie, qui ont envie d'avoir une souveraineté propre à leur entreprise, propre à leur business, et se dire que ils ont envie de gérer, de pouvoir personnaliser le modèle, réentraîner le modèle avec des données propriétaires, par exemple, c'est une valeur ajoutée. C'est un différenciateur qui est unique puisque à puissance équivalente, il n'y a aucun modèle aujourd'hui à part celui de Mistral qui permet de faire ça. Oui, on va faire. Juste par rapport à la question de la niche, c'est un peu difficile de se dire que sur l'IA générative, on va attaquer une niche, puisque c'est un sujet qui concerne vraiment l'ensemble des industries et l'ensemble des métiers aujourd'hui. Donc chez Prisma AI, plutôt que d'attaquer une niche, nous on s'adresse à l'ensemble des marchés, que ce soit public ou privé, mais on fait une priorisation par rapport au niveau de maturité des clients ou des prospects. Dans le sens où les entreprises qui ont déjà une certaine acculturation vont avoir la maturité nécessaire pour pouvoir challenger ce qu'on propose,
pour pouvoir exploiter la totalité de ce qu'on propose et pour pouvoir vraiment aller très vite sur le passage à l'échelle. Et ça va impacter plusieurs cycles. Ça va impacter le cycle des achats qui a été évoqué tout à l'heure comme étant un frein pour les startups françaises. Ça va impacter aussi le recul et la valorisation du service qu'on va proposer. Et donc, en fonction du niveau de maturité, si on est en phase d'expérimentation, qu'on est en train de tester des choses et qu'on veut d'abord proposer l'IA générative pour tous, on va s'adapter avec un outil, un produit dans la plateforme qu'on va proposer. Si par contre on a déjà fait des RAG, on a mis à contribution des métiers, on a créé des choses, là on commence vraiment à proposer des choses un peu plus poussées qui vont concerner l'intégralité de notre plateforme, où on va expérimenter des agents complexes, simples, des multi-agents connectés. Et donc vraiment on fait une cartographie finalement du marché en fonction du niveau de maturité, et il y a des secteurs industriels qui sont plus matures que d'autres. Par exemple l'énergie ou le bancaire, on va avoir une meilleure maturité par rapport à certaines d'autres industries, comme par exemple toute la partie retail par exemple, où on est encore attaché à des systèmes, des IA traditionnels, et on est en train encore de chercher certaines choses pour passer vraiment sur la mutualisation de l'IA traditionnelle versus IA générative pour créer des choses qui apportent de la valeur. Nicolas ? Oui, moi je voulais dire, effectivement, on est sur des plateformes qui sont assez généralistes. Maintenant, à la fois avec le mode agent et aussi l'arrivée des SLM, on s'aperçoit que, alors c'est peut-être des effets d'opportunité, mais qu'on va aller creuser certains sillons dans certains secteurs. Alors, on parlait de souveraineté, nous on travaille beaucoup avec le monde du notariat, des entreprises beaucoup plus petites que les vôtres, mais n'empêche que des gens qui sont très attachés au sujet de souveraineté des données. On travaille aussi avec le monde bancaire, et c'est pas que de la référence, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des agents qui sont construits, il y a des LLM qui sont utilisés pour des usages spécifiques, et ça fait boule de neige. Et donc je pense que c'est aussi comme ça qu'on va créer des spécialisations autour de nos plateformes, avec une approche finalement de plus en plus verticale. Oui, parce que c'est ça. Pardon. Oui, je voulais rejoindre ce discours. Effectivement, on a besoin d'une spécialisation, surtout quand on travaille sur des petits modèles de langue. Mais il ne faut pas non plus s'enfermer sur une niche. Alors, on regarde des métiers. Nous, on est pas mal sur l'éducation, la formation ou la maintenance pour l'accès à la connaissance. Mais il faut quand même rester sur des applications métiers assez ciblées pour pouvoir aussi enrichir avec éventuellement des données externes et qui sont transverses à ce métier. Et puis Laurent, il y a l'importance de ce que j'ai compris du modèle de Lighton, c'est le but aussi, c'est mettre le pied à l'étrier aux entreprises, quoi. Voilà, nous on vous propose la plateforme, les outils, à vous maintenant de développer, de vous former en interne autour de ces outils. Oui, exactement. Une manière de voir la souveraineté, c'est exactement ce que tu dis, c'est cette notion de ne pas fournir des boîtes noires, mais de fournir des briques technologiques que les entreprises peuvent s'approprier, et finalement dire aux ingénieurs d'IA de nos clients, votre valeur ajoutée, ce n'est pas de réinventer la roue, votre valeur ajoutée, c'est vraiment, vous connaissez bien les métiers dans vos entreprises, et vous allez prendre les briques technologiques qu'on vous fournit, et vous allez développer, je dirais, la toute dernière couche, le côté vraiment applicatif, à partir des outils qu'on vous a fournis, sur vos spécificités métiers. Ouais. Et du coup, pour revenir sur cette histoire de spécialisation, c'est vrai que les entreprises qui vont le plus faire appel à ce type de technologie, c'est les entreprises qui sont le plus demandeuses de souveraineté sur leurs données, alors que ce soit les secteurs banque, assurance, les secteurs de santé, les secteurs de high-tech, défense et le secteur public. Voilà, c'est un peu les secteurs prioritaires qui se déterminent par rapport à ce type de différenciateur, par opposition à des métiers comme, je ne sais pas, le marketing par exemple, ou le luxe, où eux, ils ont moins d'enjeux sur à ce que leurs données restent privées. Sébastien, justement, avec le recul d'un TCI plus ancien, voilà, par rapport à ce qui est dit là. Je voudrais revenir moi, sur 2-3 petites choses, mais le frein principal que je vois à l'intégration de nos solutions dans les organisations qu'on accompagne sont en général des organisations de grande taille dans la banque, l'assurance ou les institutions publiques. Comme ça génère des gros changements dans les quotidiens des équipes, on a des freins plus sur l'accompagnement au changement.
vraiment que sur l'installation technologique. On est face à des patrons de services, de BU, on est face à des DSI. Le discours, il est parfaitement entendu, il est parfaitement calé. Le frein, il est plus sur cet accompagnement au changement. On va avoir des questions lors d'époques qui sont vraiment là-dessus. Et donc, on revient sur des notions d'ergonomie et de prise en main. Et là où on utilise aussi l'intelligence artificielle chez Tessie, donc dans cette branche Innovation and Trust, c'est dans la mise à disposition de l'adaptabilité de la solution aux équipes, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre en main avec cette tendance low-code, no-code de la prise en main par les métiers de la solution en fait. Et c'est quelque chose qui pour nous est très important aussi. Il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir, puisqu'on est déployé chez Tessie dans d'autres continents que l'Europe. La souveraineté n'est pas un mot que français. Effectivement, ils préfèrent parfois s'adresser à des entités françaises ou européennes qui sont soumises à des réglementations protectrices des droits individuels, ça c'est vrai. Néanmoins, l'hébergement en France ou en Europe parle moins quand on est sur un territoire africain, quel qu'il soit, et la demande d'investissement pour doter des data centers en Afrique est réelle, et d'ailleurs on est en cours, nous, pour pouvoir continuer un déploiement sur ce continent. La souveraineté telle que nous on l'entend avec notre prisme français, et on en est évidemment très, très sensible, mais c'est pas la même définition quand on traverse une mer ou un océan. Bon, c'est tout, donc, mais c'est à peu près la même chose, c'est un autre référentiel, c'est ce que je voulais ajouter. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à vous manifester. Oui, il y a un micro. On va venir vous apporter un micro. Alors, soit vous, une question générale, soit vous avez ciblé quelqu'un en particulier. C'est au premier rang, pardon. Bonjour, moi j'ai 3 questions. Donc la première question, c'est comment est-ce que vous pourriez envisager, en tant que start-upper ou entreprise moyenne, une collaboration beaucoup plus agressive entre vous, au lieu de chacun partir de son côté, parce qu'on parle de consolidation chez les gros acteurs, mais pas dans les startups. Donc ça, c'est la question 1. La deuxième, c'est, vous avez parlé du frein, la résistance au changement. C'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est aussi cette souveraineté, c'est un argument d'abord de... Pardon, je suis un peu timide. C'est d'abord la gestion de nos données. Comment on gère nos données en entreprise. On a des données éclatées un peu partout, donc effectivement, il y a des données métiers un peu éclatées. Comment vous, les start-upers, vous pourriez gérer ça, quoi? Parce que finalement, la souveraineté, c'est d'abord un enjeu. Il ne faut pas s'en excuser. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Puis j'ai oublié la troisième question, j'y reviendrai. Ça reviendra. Alors, le côté chasse en meute un peu. Alors, est-ce qu'on peut... Moi, je reviens sur le point, sur le chasse en meute, c'est de se dire, oui, il faut que ces différents acteurs se disent qu'ils sont capables de faire des propositions en logique d'écosystème pour être commercialisés et fonctionner ensemble avec des grands groupes, ce que font des solutions. Et c'est pour ça que c'est un peu tabou peut-être de dire ça, mais on n'a pas beaucoup parlé de la couche d'Ops, la couche de cloud. Les hyperscalers ont une capacité d'attraction des grands clients dans leur environnement, et ça se fait par l'IA qui est très forte, et donc il faut probablement y être pour connaître cet environnement. Et donc ça veut dire que pour pouvoir se regrouper en termes d'offres, il faut avoir cette posture de logique d'écosystème, de se dire qu'on vend une solution qui peut être combinée avec d'autres solutions et qui fait un résultat donné. Donc ça, c'est pour moi une affaire de posture et nous on fait plus de 30% de notre activité dans cette posture-là et dans ce fonctionnement-là. Donc c'est un élément clé pour pas être effectivement seul ou se dire que là vous avez une rangée de sociétés en compétition les unes avec les autres, alors qu'il y a plein de complémentarités qui sont pertinentes entre toutes ces sociétés.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur votre premier point. Et l'exemple de notre partenariat avec Allonia va dans ce sens. C'est-à-dire que notre partenaire nous offre des modèles de Mistral sur le cloud souverain d'Outscale ou de ses partenaires que notre plateforme va venir consommer. Donc là, vous avez une complète chaîne de valeur française où tous ces acteurs se réunissent pour aller très très vite parce qu'on a vu qu'il y avait des enjeux de vitesse. On continue avec, par exemple, une autre startup qui s'appelle Giscard pour faire tout ce qui est scan de vulnérabilité. Donc on n'a pas l'intention de tout développer, mais bien d'apporter une solution complète au travers de partenariats intelligents. Alors pour moi, la première étape, c'est de connaître son écosystème. Pour connaître l'écosystème, il y a tout ce que fait la French Tech ou la French Tech Grand Paris pour nous permettre de savoir qui se positionne sur quoi. Des événements comme celui-ci qui nous font nous rencontrer. Et à partir de là, on identifie qui peut être partenaire, qui est compétition. Et quand on dit que c'est un compétiteur, ça ne veut pas dire qu'on peut couper les ponts. On peut être dans de la compétition, donc de la coopération tout en restant compétiteur, de telle sorte à se partager peut-être les best practices si on ne part pas sur les mêmes pays ou des choses comme ça. Nous, chez Prism.ai, ce qu'on a constaté, c'est que nos clients étaient les meilleurs boosters de partenariat, notamment les grands groupes, puisque on a des clients qui nous ont présenté des infrastructures comme Exaion, qui est un acteur français pour une infrastructure 100% souveraine, sur du vrai on-premise, sur du cloud privé, qui nous a mis aussi Mistral comme un LLM qu'on véhicule sur la plateforme. Et ça, c'est un rôle clé que peuvent jouer les grands groupes, mais aussi les organisations du secteur public. Ils connaissent mieux le marché que nous, puisqu'ils sont approchés par l'ensemble des acteurs. Et c'est à vous, dans cette salle aussi, de pouvoir identifier où sont les différences de positionnement, où sont les complémentarités, nous en faire part, de telle sorte à ce qu'on fasse les rapprochements nécessaires et qu'on puisse pousser des partenariats vraiment qui soient win-win et qui soient au service réellement de la souveraineté et de promouvoir et faire rayonner la French Tech française. Et alors sur la question des données, justement, comment on fait pour assurer sécurité, confidentialité des données, une certaine transparence aussi par rapport aux clients, j'imagine, qui le demandent, je sais pas. L'hébergement et l'infrastructure est clé. Donc où est-ce qu'on héberge les données, quel cloud on choisit, si on est sur un cloud de type AWS ou Azure, où est-ce qu'ils sont hébergés, ça c'est clé. Et si on veut une sécurité suprême, c'est le on-premise sur des GPU privés. L'hybridation aussi, pour être pragmatique, parce que la souveraineté à n'importe quel prix n'est pas forcément quelque chose de positif et en cohérence tout simplement avec les objectifs d'une entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une hybridation en fonction de la criticité des données? Donc ça, c'est des sujets stratégiques sur lesquels, j'imagine, toutes les startups autour de moi se positionnent dans un rôle de conseil et que les entreprises en ciblent. Bastien ? Je pense que tu l'as bien dit, Wafa, l'important c'est la flexibilité. Donc nous, on considère que la donnée c'est quand même votre bien le plus précieux dans votre entreprise. Et donc c'est important que les solutions des startups aillent là où la donnée se trouve et non pas l'inverse. Donc je pense que c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit tous et comme tu l'as bien dit, en fonction de votre appétence au risque, vous allez aller soit vers des clouds publics jusqu'à l'extrême inverse, aller sur du on-premise et Bertrand, tu l'as bien dit également, les partenariats par exemple avec Outscale, un cloud souverain, c'est Cloud, c'est également une approche qui vous permet d'avoir quelque chose un peu plus hybride. Vous ne devez pas gérer votre infra complètement par vous-même et en même temps vous avez des garanties de sécurité qui sont ultimes. Alors, Laurent, puis Elliot. Oui, en termes de partenariat, de complémentarité, effectivement, il peut y avoir des complémentarités qui se fassent au niveau des acteurs de type start-up, scale-up, mais il peut y avoir aussi des complémentarités qui se font entre les start-up, scale-up et les grands groupes. Moi, je pense par exemple au partenariat qu'on a mis en place avec Orange Business où Lighton développe une offre d'IA générative qui est après distribuée par Orange Business sur sa propre infrastructure souveraine également et qui est donc une bonne complémentarité. On aura Mick Lévy d'ailleurs d'Orange Business qui sera avec nous tout à l'heure sur une des tables rondes qui pourra reparler de l'accompagnement d'Orange Business sur l'IA générative. Elliot.
Un dernier point sur les données qui est super important, c'est la réversibilité des données. Donc c'est quoi ce grand mot réversibilité? C'est le fait de dire que si vous travaillez avec une solution, que vous confiez des données sous un format, le jour où vous arrêtez de travailler avec la solution, il faut qu'elle s'engage à vous les rendre dans un format exploitable. Et ça semble évident quand on le dit. J'ai découvert que ce n'était pas du tout le cas. Et donc nous, par exemple, on est signataire de One Clause, qui est une clause dans la Legal Tech qui dit, quand vous travaillez avec nous, vous nous donnez vos contrats. Si on arrête de travailler ensemble, on vous les rend dans un format exploitable. Et ce qui n'est pas le cas de pas mal d'éditeurs. Donc ce sujet de la réversibilité est un sujet à prendre en compte également quand vous choisissez des solutions. Nicolas. Sur les données, bien sûr, l'infrastructure va jouer. Le choix du LLM aussi, hein, on est dans une table ronde LLM et usage. Quel LLM pour quel usage? Moi, je le vois là, on a un client, je disais de Lima, qui est la SFIL. Ils ont une catégorisation de leurs données, comme vous devez sans doute la voir, de C0 à C3. Eh bien, il y a certains LLM, c'est du C0, certains LLM, c'est du C3. Il y en a dans lesquels ils rajouteront de la pseudonymisation s'il le faut. Et donc, c'est là aussi, on peut vous aider. Alors après, il faut que la culture d'entreprise soit déjà là, que la segmentation soit déjà là, mais c'est ce que proposent nos plateformes, notamment. Oui, un dernier point pour ma part sur les données. C'est vrai que quand on travaille avec un certain nombre d'acteurs qui sont là, leurs données, puisque les parties génératives, c'est du texte non structuré, donc souvent des documents Word, PDF, qu'on va trouver quand même beaucoup dans des SharePoint, beaucoup dans des Google Drive, beaucoup dans des ServiceNow, dans des Atlassian. Donc je peux nommer la longue liste des éditeurs américains dans lesquels les données sont déjà présentes. Et donc notre tâche à nous, c'est de créer toutes les connecteurs et les chaînes de RAG pour se connecter à ces entrepôts de données, mais qui sont déjà, pour beaucoup, déjà dans du non souverain. Mais notre ambition, c'est de pouvoir vous permettre, malgré tout, d'y accéder via des plateformes qui, elles, sont sur des environnements de confiance, puisque c'est ce que vous nous demandez, et pour que le dernier miles, comme on dit, puisse être vraiment sécurisé. Oui. Ça finit, oui, puis peut-être un axe complémentaire, il y a aussi la donnée d'interaction des utilisateurs avec la solution. Qui est très intéressante pour faire ressortir l'usage, mais vraiment comprendre sur quoi porte l'intérêt des utilisateurs, mais bien sûr de manière pseudonymisée, anonymisée, selon la confidentialité qui s'impose. On va rajouter protection de données? Non. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Oui, bonjour. J'ai une première observation. C'est en fait, quand les entreprises lancent des appels d'offres pour des choix de solutions, il y a un certain nombre de critères. Parmi ces critères, il y a la pérennité de l'entreprise. Et au nom de la pérennité de l'entreprise, les organisations ne s'adressent pas beaucoup aux jeunes entreprises au nom de cette pérennité. Donc il y a peut-être là un changement culturel à effectuer. Ça, c'est ma première observation. Mais ma question, en fait, est la suivante. Quand on parle de souveraineté, on parle bien de souveraineté, pas française, de souveraineté européenne. On est bien d'accord. Est-ce qu'au nom de cette souveraineté européenne, est-ce que les entreprises ont une stratégie pour s'attaquer justement au marché européen au nom de cette souveraineté? Parce que c'est quand même un atout. On est français, on est donc européen, et ça permet en fait d'étendre son marché. Est-ce que vous avez une stratégie plutôt européenne au nom de la souveraineté? Bertrand? Vieux. Du chef, donc j'ai pris le premier. Bien sûr, mais c'est vrai que merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que notre ambition est d'être un acteur européen. On fait déjà 30% de notre chiffre à l'international. Notre premier client, quand on a démarré, c'était une filiale de Veolia qui était en UK, et ce sont des Anglais qui nous ont choisis après des Américains, et les Français sont arrivés après. Comme je vous l'ai dit, on a signé Lego, un appel d'offres mondial contre des acteurs américains, des gens comme Moveworks qui ont levé 300 millions de dollars. Donc on a des entreprises européennes qui nous choisissent. Les modèles linguistiques maintenant qui ont cette capacité multilangue nous permettent d'adresser le marché européen. Donc absolument, on a cette ambition. Oui, effectivement, quand on dit souveraineté, c'est pas uniquement France. C'est à mettre aussi au regard de la maturité des pays.
Aujourd'hui, on constate que l'Allemagne, UK, c'est des pays plutôt matures sur les questions de l'IA et plus spécifiquement sur l'IA générative. En Italie, il y a des choses très intéressantes qui se passent aussi. C'est un pays qui jusque-là était très calme et très silencieux sur l'IA générative, mais aujourd'hui, il y a des choses très intéressantes qui s'y passent. Et s'il y a une vraie opportunité pour les startups françaises, les scale-up françaises d'aller attaquer ces marchés-là. Et du coup, un des leviers qu'il peut y avoir, c'est de partir avec des acteurs français, donc des grands groupes qui ont une présence dans ces pays-là, mais également avec des partenaires. Et je rejoins la question de la chasse en meute et comment est-ce qu'on fait des partenariats, d'avoir des partenariats avec des intégrateurs ou avec des acteurs type Big Four qui ont une présence dans ces pays-là. Et c'est là où la solidarité française peut jouer pour vraiment rayonner, faire rayonner des acteurs comme nous à l'international. Donc un appel à vous tous, si vous avez des ambitions sur ces pays européens que je viens de citer, n'hésitez pas à passer me voir tout à l'heure. En petit complément, nous, 70% de notre chiffre d'affaires est fait avec des grands groupes qui sont sur les projets qu'on met en place, qui sont des projets européens. Donc la France est un des pays dans lequel on déploie ces technologies, mais structurellement, la plupart de nos grands groupes sont installés en Europe ou internationalement, et donc très rarement ils développent que des projets pour le territoire français. Donc c'est presque structurel cette réponse-là sur on a par contre des challenges quand on veut aller sur d'autres plaques, sur des plaques asiatiques où il y a des réglementations différentes, ou sur des plaques américaines où il y a un certain nombre de choses établies, mais l'avenir peut réserver des surprises. Oui, merci. Ouais. Je vais répondre à la question sur la pérennité, moi. Du coup, parce qu'effectivement, il y a un développement sur l'Europe chez nous aussi, et qui ne date pas d'hier, du coup, puisque on existe depuis 1971, on est habitué aux appels d'offres en France depuis 1971, donc on a vu les marchés publics évoluer assez lentement. Donc oui, il y a cette notion de pérennité dans les appels d'offres. Nous, c'est vrai que ça ne nous désavantage pas, mais c'est vrai que ça ne va pas permettre à la totalité des velléités à s'exprimer. Tessie héberge est partenaire de 58 startups de façon à pouvoir porter aussi via cette difficulté-là un certain nombre de solutions. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de travailler en meute. On n'a pas le savoir absolu, et on s'appuie sur évidemment la plupart des idées qui sont bonnes, et donc on a un programme Pépite Shaker chez Tessie. Je reviens aussi à ce que j'ai entendu venant de la French Tech tout à l'heure, Paris, sur cet échange qu'il y a entre les institutions publiques et les startups, et que je trouve très intéressant. C'est peut-être le modèle d'appel d'offres public qui est un petit peu assez peu adapté à l'évolution technologique aujourd'hui. Si effectivement il faut attendre qu'il y ait un appel d'offres qui liste les fonctionnalités pour pouvoir y répondre, j'ai bien peur que s'il faille effectivement les budgets, la réflexion des métiers, etc., 1 an, 2 ans, on sera passé à autre chose du côté des startups, et qui seront toujours trop en avance pour pouvoir répondre. Il y a un très bon exemple à prendre là-dessus, c'est ce qui a été fait pour Notre-Dame. Pour la rénovation de Notre-Dame, voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été bousculées justement parce qu'il y avait une date. Et je pense qu'il y a des choses à récupérer de ça, ce qui est dingue d'ailleurs, de cette construction qui date de presque 2000 ans, et de dire c'est là-dessus en fait qu'on a eu des innovations juridiques, en tout cas là-dessus, pour pouvoir débloquer un certain nombre de freins. Voilà, voilà. On a réussi à parler des bâtisseurs de cathédrales aux bâtisseurs d'IA et bâtisseurs du futur. Merci infiniment, on peut les applaudir. Merci à nos intervenants. On va marquer une pause, alors on va la réduire un peu, on va essayer de marquer une pause de 20 minutes, et on va se retrouver ici, on va parler de stratégie data et d'IA, encore une fois. On aura une keynote de Station F et France Digital, et puis à nouveau un petit pitch avant de passer au déjeuner. Merci à tous et à toutes.